Très bien, merci beaucoup Didier. Toujours un plaisir d'être avec toi et avec vous tous. Enfin, nous sommes déjà dans le bain, puisqu'en réalité, nous avons eu une matinée, une journée très riche hier. Alors, après avoir vu, même si tout ce que nous avons vu a été très précisément présenté, nous voulions montrer avec Didier ce matin des cas pratiques, en tout cas des expériences, des retours d'expérience. Il est toujours bon d'avoir des retours d'expérience et de discuter sur de vraies réalisations. Et donc, comme les rencontres de Nice sont une volonté de manifester leur intérêt international, il a rassemblé, Didier a rassemblé trois expériences, l'une en France, chez toi, l'une en Suisse, chez toi, et l'autre en Belgique, chez Yvan Mayer, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, ils ont réalisé trois clips, trois vidéos. Moi, je vous proposerai qu'on les passe les unes après les autres, que l'on demande à chacun d'entre vous qui avez participé à ces vidéos, en tout cas de nous préciser un certain nombre de points et que nous en discutions. Alors, pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, nous allons demander à nos amis suisses de commencer. Mais quand même, quand on regarde Pietro, quand on écoute attentivement cet excellent reportage, on voit bien quand même qu'il y a des questions que vous vous posez. Et notamment, d'abord, ce fonctionnement. Alors, quelques questions comme ça, pour essayer d'avancer dans la compréhension de ce que vous faites. D'abord, c'est l'organisation territoriale, les cantons. On sent bien que si on vous pousse un peu, à la fois la multiplication de cantons ne facilite pas, puisque nous travaillons sur les idées de coopération, ne facilite pas les coopérations. C'est ma première question. Alors, l'objectif au début de la création de notre groupe en 2002, c'était d'être présent dans au minimum 15 cantons helvétiques pour avoir un poids par rapport aux négociations tarifaires. Et nous sommes vite aperçus que dans chaque canton, il y avait une politique différente, une politique régionale différente. Donc c'est toute la difficulté du système de santé en Suisse, où quand vous passez un canton, c'est comme s'il y avait une frontière. Donc c'est chaque canton. Ça n'évolue pas du tout, ça. Ça n'évolue pas. C'est très ancré dans la vie. C'est pour ça qu'on appelle notre pays la Confédération helvétique. Donc chaque canton a vraiment un pouvoir décisionnaire extrêmement important. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans 14 cantons aujourd'hui, et peut-être ce qu'a dit notre actionnaire majoritaire propriétaire, on vient aussi d'acquérir pour la première fois un hôpital public. Donc c'est une nouvelle expérience pour nous. Avant, nous n'étions que des privés, pardon. Non, mais vas-y. C'était pour changer un peu, c'était pour compléter le résumé de M. Hubert. Non, on va parler de cette expérience effectivement avec le public. Malgré tout, votre collègue responsable de la communication que Didier a rencontré parle de network, c'est-à-dire c'est quand même une volonté d'avoir un réseau. Alors, quel est le type de réseau? Et notamment, dites-nous quelques mots également sur les relations avec les médecins. Alors, pour avoir construit ce groupe dès le début, donc on pensait, nous, avoir des coopérations médicales avec les différents médecins. Ce sont tous des médecins indépendants. Et maintenant, après 20 ans dans ce groupe, on s'aperçoit qu'il y a quand même des difficultés de communication et de relations entre ces médecins indépendants. Donc le network, aujourd'hui, il est uniquement sur la gouvernance. On a parlé des RH, on a parlé des finances, on a parlé du système informatique, de la communication. Et c'est là où il est le réseau. Alors on essaye de développer des stratégies pour que les médecins communiquent entre eux. On a réussi dans une spécialité qui est l'oncologie, mais ça reste extrêmement compliqué d'avoir des collaborations médicales dans les mêmes domaines de spécialité. Ils sont quand même concurrents. Et si vous voulez dialoguer avec nous, vous pouvez interroger Pietro. Vous nous aviez demandé notre avis, on vous l'aurait dit, ça, nous. On le savait. Demandez à Lamine. Est-ce que Lamine est là? Il n'est pas levé. Enfin, ce que on a le sentiment que, effectivement, c'est une question que souvent les établissements privés peuvent se poser quand il n'y a pas une intégration totale des médecins dans la gouvernance. Oui, nous le savions, nous. Alors, vous l'avez découvert 20 ans après? Non, enfin, on pensait quand même pouvoir développer quelque chose avec nos médecins. Et maintenant, on a mis sur pied dans chaque établissement des commissions médicales et une coordination médicale du Swiss Medical Network.
ça commence à prendre, je dirais, de l'importance. Et on organise maintenant chaque année des Medical Days. Donc, on a l'avantage aussi dans notre groupe d'être propriétaire de luxueux 5 hôtels, 5 étoiles en Suisse. Donc, on invite nos médecins. Ça favorise aussi les interactions. Je vous invite à applaudir Pietro parce que franchement, il n'y a aucun Français qui oserait dire ça. Mais enfin, c'est la magie de Nice. Voilà, c'est notre groupe. Génial. On a 2 piliers principaux, peut-être aussi pour vous expliquer. J'espère que Rodolphe sera aussi franc. Voilà. Dans le domaine de l'hospitality, on a 9 5 étoiles, 9 5 étoiles en Suisse. Où, voilà, ça a été difficile cette année. Et puis on a aussi une partie qui est du domaine Swiss Medical Network, qui est les cliniques privées. Pietro, pourquoi, excuse-moi je te coupe, mais c'est parce que le temps passe, pourquoi ça a marché en cancéro et que ça ne marche pas ailleurs, nécessairement, enfin plus difficile? Je pense que c'est grâce au tumor board qu'on met en place et les connexions qu'on peut faire assez facilement entre les différents intervenants. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Donc on va chercher des compétences sans être vraiment concurrents dans ce domaine-là. Les tumor boards? Tumor board. Vas-y, explique. Alors c'est des séances qui parlent en fait sur des cas bien spécifiques où on a besoin d'oncologues, d'hématologues, de spécialistes dans le domaine pour examiner un cas. Et ça peut se faire très transparent. Maintenant, on a un système de visioconférence un peu partout. Et les gens peuvent se connecter, donner leur avis. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je ne sais pas si nos amis d'Unicancer sont là, mais ça, on pourra dialoguer tout à l'heure. Sophie Beaupère sera avec nous en conclusion, on en parlera. Très bien, parfait. Dernière chose qui m'a frappé, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions à Pietro. Et la dernière chose qui m'a frappé, c'est cette intégration d'entreprises au sein de vos établissements. Ce que dit une de tes collègues, de tes collaboratrices, elle dit que vous intégrez une sorte de pépinière d'entreprise, c'est ça? J'ai compris ça? Alors, on va créer sur le site de Genolier un Innovation Hub qui est en train de se construire maintenant. On a l'idée de faire venir des medtech à proximité de nos médecins pour apporter les dernières évolutions des matériaux médicaux en collaboration avec nos médecins du Swiss Medical Network. Et on veut aussi se positionner par rapport aux hôpitaux publics. Voilà, on doit trouver des partenariats privés. Et je pense que c'est une bonne chose pour le Swiss Medical Network d'avoir des relations directes avec les fournisseurs de medtech. Un dernier mot avant que l'on engage la conversation ensemble. Un dernier mot sur ce rachat d'un hôpital public. Alors, on avait commencé... Ça intéresse Sophie ou je crois que c'est Sophie. Oui, évidemment, elle a envie d'acheter le CHU de on avait commencé CHU de Nice. Par une collaboration. On avait racheté une radiologie, puis on a investi. Là, vous dites qu'on avait des fonds. Le fonds privé, c'est peut-être un peu plus simple. Donc, on a acheté IRM Scanner pour... Ça n'a pas mis un scandale absolu en Suisse? Pas du tout, parce que là-bas, ils étaient justement en manque de financement pour ces appareils. Donc, on a pu apporter, nous, ce financement. On a commencé par la radiologie. Puis après, on a pris une partie du capital action. On était minoritaire, mais on avait prévu de devenir majoritaire. Et maintenant, on est majoritaire à 52% avec le canton. Mais on a de très bonne collaboration avec le canton. C'est aussi un canton qui devait aussi décider dans sa planification hospitalière de quoi faire avec ces cantons qui étaient des cantons régionaux avec des difficultés financières. Et puis nous, on s'est dit, on va essayer de les aider à se restructurer. C'est un peu la spécialité qu'on a. Donc on a acheté auparavant des cliniques privées qui fonctionnaient mal. On les a repositionnées, on a investi, puis après maintenant elles fonctionnent plus ou moins. Puis c'est ce qu'on va essayer de faire avec cet hôpital public en collaboration avec le canton. Et ça a bien pris avec la population, parce que la population avait plutôt peur qu'on ferme ces hôpitaux. On parle de désert d'hôpitaux, mais nous on pense que la proximité c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on veut se positionner là-bas et peut-être montrer ce qu'on est capable de faire. Et j'espère que l'expérience soit extrêmement positive. J'ai l'impression que Philippe Boutin se marre en se disant j'ai vraiment envie d'aller en Suisse. C'est quand même, vous êtes proches, nous sommes proches, mais quand même assez différents. Hein. On retiendra ça. Après, on va reparler de ça. Yvon Mayer. Alors, Yvon va nous parler en direct de Nice, mais va nous parler de Bruxelles. Et notamment de ces actions tout à fait intéressantes que l'on va voir, dont tu es l'ancien président, et tu as eu aussi des responsabilités, si j'ai bien compris, politiques à Bruxelles, tu nous en parleras, tout ça est intéressant. On va un tout petit peu plus loin, Yvon. Là, c'est comme la loi. Hein.
qui a imposé cette... Oui, c'est une loi dont les fondements sont financiers et budgétaires. Donc, il y a désormais 25 réseaux en Belgique, 14 en Flandre, 4 à Bruxelles, 11 en Wallonie. Et alors, la difficulté, c'est que depuis 1830, l'indépendance de la Belgique est pilarisée. Donc, elle est divisée entre flamands francophones, privés généralement d'obédience catholique, publics, plutôt laïques. Et donc, ces divisions font qu'il y a 3 paysages complètement différents dans le système de soins de santé. C'est la même chose en matière d'enseignement, c'est la même chose dans d'autres... Donc, la société belge est très pilarisée. Les réseaux obligent à se parler les uns avec les autres. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que ce sont des cultures totalement différentes qu'il faut mettre ensemble désormais. Oui, vous dites, ça j'ai pas compris, vous dites que ces réseaux sont dans l'ensemble de la Belgique, c'est-à-dire entre des Wallons et des Flamands, vous avez... Non, côté quand même wallon, pas, quand même pas. Oui, c'est bien ce que je pense. Non, parce que à Bruxelles, ceci dit, grâce à vous, je découvrais qu'en réalité, il n'y avait vraiment qu'une Belgique. Ça, c'est une illusion. Ah oui, c'est une illusion. C'est comme les cantons de nos amis. Oui, c'est à peu près la même chose. Nous, c'est une vraie frontière. Elle s'appelle d'ailleurs la frontière linguistique. Elle s'appelle comme ça. Donc la coopération, oui, mais pas quand même jusqu'au bout. Non, mais c'est des coopérations à l'intérieur de chaque région. Mais ces divisions dont je parle, public-privé, d'obédience plutôt que d'une autre, existent à l'intérieur de chaque région. Et donc aujourd'hui, par exemple, à Bruxelles, le réseau sur lequel on travaille, c'est un réseau qui doit rassembler, pour ce qui concerne les hôpitaux publics de Bruxelles, l'hôpital académique de l'université, mais qui est privé, et un hôpital privé qui s'appelle le Chirec, qui lui a une culture privée. Bon, et c'est à peu près... et l'opinion des uns sur les autres, c'est oui, vous êtes des marchands de santé, vous êtes des fonctionnaires de santé, mais avec le côté péjoratif à chaque fois des termes. Et il faut mettre ces gens ensemble. C'est évidemment faux. Il n'y a pas que du mercantile au Chirec et il n'y a pas que des fonctionnaires dans le service public. Et donc, rassembler ces personnes, les faire travailler ensemble, c'est évidemment extrêmement... Et ça, il fallait un politique que vous avez dû être, ou que vous êtes encore peut-être, maire de Bruxelles, pour arriver à... Enfin, pour avoir cette vision politique, parce que je pense que c'est quand même, au bon sens du terme, une vision politique, en tout cas territoriale, en tout cas probablement avec une grande dimension historique. Parce que... Voilà, il y a cette dimension historique. La dimension politique, elle est stratégique, comme dit Nathan Clumec, c'est une question de définition de la stratégie. Après, je ne pense pas qu'on puisse créer un réseau hospitalier sans les médecins. Enfin, ça me paraît... Nathan, c'est le médecin ? Oui, c'est le médecin. Ouais. Nathan Alors Clumec, le médecin, il dit des choses vraiment importantes, je trouve. On a créé ensemble, j'ai voulu faire ça. Il y a un directeur général de l'hôpital. À côté, je voulais un directeur général médical, donc pour la partie médicale, pour qu'on ait un interlocuteur médical dans les processus d'élaboration du budget, dans les investissements, les choix qui doivent être faits. Et donc je pense que c'est important d'associer les médecins. Je ne sais pas si Alain est là, mais il n'y a pas que les brancardiers donc, dans un hôpital. Voilà. Mais donc, ça me paraît essentiel. C'est le projet médical qui doit nous guider. Nous avons inauguré avant-hier, c'est pour ça que je ne suis arrivé que hier après-midi, un cancéropôle. Donc, il y avait un hôpital oncologique qui appartient à la ville de Bruxelles, qui est dans le centre-ville. On est passé, d'ailleurs, sur ces images, on passe à côté de l'hôpital oncologique. On l'a déménagé à quelques kilomètres du centre-ville pour rejoindre le campus universitaire hospitalier de l'Université libre de Bruxelles, à Erasme, avec une volonté de créer un vrai cancéropôle, c'est-à-dire de rassembler sur un même site la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique de l'hôpital et les soins aux patients. Du même coup, on est passé de 30 000 m² à 80 000 m², et on a sur place l'ensemble des chercheurs en oncologie, l'ensemble des praticiens, et on a même créé un étage particulier, on a consacré 10 000 m² à
de la recherche qui doit avoir pour conséquence de permettre à des start-up, à des spin-offs de créer des produits et d'éventuellement avoir une relation avec le monde industriel et de pouvoir éventuellement diffuser, industrie pharmaceutique, éventuellement pouvoir diffuser des thérapeutiques, des médicaments. L'idée étant que demain, en matière de cancérologie, tous les hôpitaux aigus feront ce qu'on peut diffuser comme soins. Mais un certain nombre de cancers auront besoin d'une réponse plus pointue encore, tailor-made, sur mesure pour le patient. Et pour ça, il faut rapprocher les soins et les laboratoires de recherche, en ce compris le laboratoire de recherche fondamentale. Et là, c'est donc le projet médical qui a primé plutôt que le projet financier ou gestionnaire. Alors, le médecin dit, effectivement, le projet médical est essentiel. Il dit, je crois, ou peut-être est-ce toi qui le dis, le projet de santé publique. Oui, oui. Donc, et d'ailleurs, Pietro dit un petit peu la même chose. Finalement, pour la cancérologie, j'imagine, enfin je traduis pour des maladies de ce type, c'est-à-dire chroniques, où la question environnementale, enfin de l'environnement au sens large est importante, ça marcherait mieux. Est-ce que ces coopérations par le corps médical en particulier, dans de la chirurgie lourde par exemple, dans du partage de plateaux techniques, est-ce que vous avez les mêmes difficultés que Pietro évoque, de collaboration, de coopération? Oui, c'est très difficile. Hein. Il y a deux roitelets. Et on leur dit, mais non, mais vous allez vous mettre ensemble, il y aura un grand roi. Ils disent, oui, mais si c'est l'autre... Voilà, je veux dire, c'est humain. Et donc, il faut contourner ces obstacles-là, quoi. Il faut contourner. Et parfois, il y a des divergences, y compris de fond. On doit rapprocher deux laboratoires pour l'instant. Il y en a un qui a une vision très gestionnaire et l'autre a une vision très recherche et académique. C'est compliqué de mettre ces deux cultures ensemble. Or, il faut, parce que cet ensemble qu'on va produire, 1 + 1 fera plus que 2. Enfin, c'est un peu l'ambition, évidemment. Mais bon, il faut convaincre chacun d'accepter ça. Oui, pour paraphraser une personnalité, je ne sais pas si on l'admire. Si on l'admirerait ici, mais enfin, pourquoi pas. Il disait « l'union est un combat ». Rodolphe Bourré, on va regarder. C'est la devise de la Belgique, c'est « l'union fait la force ». Mais enfin, vous voyez qu'on est quand même un petit peu... Alors, la question que l'on pourrait poser à Rodolphe, c'est est-ce que vraiment, parce que c'est quand même ce que quand on interroge celles et ceux qui participent à vos expériences, vos expérimentations, est-ce que franchement c'est tous gagnants? Ou est-ce que les gens ont le sentiment que dans les gagnants, comme aurait dit Coluche, il y a un plus gagnant que les autres? Et dans le fond, ce n'est pas nécessairement facile à vivre pour les autres, à part celui qui est le roi ou le chef d'orchestre. Alors je ne sais pas si on est tous gagnants. Du moins, on a au moins un objectif commun, c'est de travailler tous sur une coordination médicale et autour d'un projet médical qui est partagé. Donc ça déjà, ça permet d'augmenter la qualité et l'offre de soins sur le territoire. Après, il y a des raisonnements qui sont très individuels, je le dis franchement, quand on est dans un groupement hospitalier territoire, on vient de le dire en Belgique, on a l'établissement support qui pèse souvent beaucoup plus en termes de volume que les établissements partis. Pour le Hainaut-Cambrésis, qui est le groupement hospitalier de territoire que le centre hospitalier de Valenciennes préside, il y a à peu près 850 000 habitants, il y a 12 établissements en partie. Nous, le centre hospitalier de Valenciennes, on pèse entre 4 et 10 fois plus qu'un établissement. Donc, ce qui veut dire que du point de vue de la prise de décision, c'est vrai que nous, on a plus de moyens que nos collègues. Et pourtant, la répartition pour le vote est 1 voix chacun. Donc, ce qui veut dire qu'un établissement qui est 10 fois plus petit que le centre hospitalier de Valenciennes a la même voix que Valenciennes, et on l'a voulu comme ça, justement pour essayer d'avoir un vrai espace de discussion. Parce que si on le met au poids des volumes
des établissements. On n'a pas d'espace de discussion puisqu'on l'emporte automatiquement. Ça a été dès le départ, ça a été pensé comme Dès ça. le départ, on a Et fait... ça, c'est unique à Valenciennes ou dans les autres GHT, ça fonctionne comme ça? Non, il y a d'autres groupements hospitaliers de territoire sur le plan national qui a adopté cette règle, même je dirais la majorité ont adopté cette règle qui est une règle, on va dire, d'égalité pour qu'on puisse effectivement discuter tous au même niveau. Alors ça, cet avantage, c'est que ça permet un espace de discussion. L'inconvénient, c'est ce que je disais un peu à la fin, c'est qu'on n'a pas d'arbitre. Et donc, à un moment donné, quand on doit mettre en place un projet, on peut aller assez loin dans l'instruction, et puis dans la mise en œuvre, c'est laissé un peu au bon vouloir de chacun des directeurs généraux, puisque dans un groupement hospitalier de territoire, chaque directeur est responsable de son établissement, sauf quand il est en direction commune, ce qui veut dire qu'on peut adopter un projet, mais après la mise en œuvre, elle se fait obligatoirement par le directeur de l'établissement. Donc il y a plusieurs vitesses. Il y a la vitesse de la prise de décision dite administrative, et puis après, l'autre vitesse, c'est la vitesse de mise en œuvre. Parce que les compétences que nous pouvons avoir, par exemple, au centre hospitalier de Valenciennes, où là, on donne un exemple de mise en place d'un système, d'une plateforme de collaboration informatique. Nous, on a des informaticiens. Dans un petit établissement 10 fois plus petit, il n'y a pas d'informaticiens. Donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi la difficulté d'avoir des compétences sur le site. Et donc, c'est vrai que c'est des projets qu'il faut monter en coopération et c'est pas toujours très simple et à un moment donné on bloque parce que il y a pas de décision et ça fait prendre des délais et c'est pas très efficace. Donc voilà, donc moi je milite pour qu'il y ait dans les groupements hospitaliers de territoire il y ait un vrai pouvoir décisionnaire. Peut-être je vais ajouter quelque chose. Nous, enfin, en Suisse, dans notre groupe, ben voilà, on a le propriétaire qui décide. Donc, tout de suite, si on peut libérer les montants, les éléments, ça va extrêmement vite. On prend une décision en un jour et les choses sont faites, quoi. C'est juste... Alors, si je peux me permettre, au centre hospitalier de Valenciennes, c'est comme ça. Mais dans les autres établissements partis, ce n'est pas le cas. Parce que dans le centre hospitalier de Valenciennes, on est sur une délégation médicale très forte. Donc, ce qui veut dire que les décisions, elles sont prises par les médecins, ce sont les donneurs d'ordre, et l'administration, elle n'est là qu'en support. Donc, une décision qui est prise par un médecin, elle peut être très rapidement mise en œuvre. Je donne un exemple. On a mis en place un service de chirurgie de la main, du pied et des épaules entre le moment où le médecin a voulu l'instruire et le moment où il commençait à opérer dans les blocs opératoires. On a mis 3 mois. Donc, et on a recruté des chirurgiens, on a acheté le matériel, on a trouvé de l'espace, on a trouvé des anesthésistes, etc. Donc ça peut aller très vite. Voilà. Mais chez certains collègues, ça va un peu plus lentement. Vas-y. Moi, je trouve que ce qu'il manque, quand on fait un projet médical commun, partagé, et qu'on dit, par exemple, telle pathologie, elle va être traitée dans cet hôpital-là, mais c'est en réseau, les médecins se mettent d'accord, les intervenants sont d'accord. Là où il n'y a pas d'accord, parce qu'il n'y a pas de modèle, c'est sur le financement. Pourquoi ? Parce que le financement est responsabilisé, le directeur de l'hôpital est responsabilisé sur son budget et son financement en silo. Et donc, imaginez qu'un patient aille, parce qu'il y a un accord médical de réseau, se faire traiter dans l'hôpital d'à côté, ça va bénéficier à l'autre directeur général qui, lui, a son équation à faire sur base de ses patients dans l'hôpital. Et donc, au fond, il faudrait trouver, mais je n'en ai pas trouvé jusqu'ici, un modèle financier qui permette de partager les résultats de manière à ce que l'intérêt soit commun, l'intérêt financier, l'intérêt budgétaire soit commun, comme l'intérêt du patient, comme l'intérêt médical est commun. Et ça, cette martingale-là, je dirais, elle n'a pas été trouvée jusqu'ici. Et comme les directeurs généraux sont responsabilisés, évidemment, et on est très exigeants sur leur performance, ils ont tendance à dire non, mais on va continuer à traiter ce patient ici, même s'il est plus intéressant pour le patient et pour les médecins d'être traité de l'autre côté.
D'accord. Didier, puis j'ai Oui. une autre question. Oui, juste un point, parce que bon, on a dit ici qu'il n'y avait pas de langue de bois, donc on va dire les choses comme elles sont. Hein. La vision, d'ailleurs, c'était Benoît Elbot qui l'a dit au congrès de la FHP il y a 15 jours, concernant les GHT. Il est très critique. Il est déjà DG d'ARS quand même, de Nouvelle-Aquitaine. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a, effectivement, je suis d'accord avec toi, Rodolphe, qu'il y a des endroits dans lesquels ça se passe bien, et on en parlait à l'instant avec Christian Anastasie, mais il complétera. C'est souvent un problème de casting, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est les dirigeants qui ont à la fois cette vision, qui ont cette ouverture en mode collaboratif, de coopération, et qui sont sur un vrai projet avec un développement. Bon, la réalité des choses, parfois, c'est qu'on a effectivement la loi imposée pour les établissements publics la mise en GHT, mais derrière, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? On s'aperçoit quand même, c'est plus des questions de mutualisation des systèmes d'information, mutualisation des achats, etc. Et en fait, on ne touche pas au dur. Et le dur, c'est quoi? Le dur, c'est le soin. Le dur, c'est le soin. Et en fait, quand vous interrogez un certain nombre de patrons médicaux dans les établissements, ils n'ont aucune envie de partager et de travailler ensemble. Écoutez, on parle sans arrêt de parcours, de filières, etc. En réalité, on est quand même encore assez loin de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il y a aussi de la concurrence entre les établissements publics. Il y a aussi des parts de marché. Et donc, effectivement, le gros, en général, qui dirige l'ensemble, il a aussi cette idée-là. Parce qu'effectivement, plus on rentre de patients, plus on rentre d'actes, plus on rentre d'argent. Donc, je veux dire, il faut quand même dire des choses. Je veux dire, on ne peut pas non plus dire... Quelqu'un disait, je crois que c'est Benoît hier, qu'on n'est pas dans un monde des bisounours, mais c'est quand même aussi des réalités. Donc voilà. En même temps, ça ne veut pas dire que le modèle n'est pas bon. Moi, ce que je reprocherais au modèle des GHT, c'était un modèle strictement public. Et ici, il y a 1 an ou 2 ans, Charles Guéprat disait « Oui, mais on s'ouvre avec le privé, etc. » Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Il faut dire les choses quand même. Voilà. Excusez-moi pour ce petit coup de Jarnac. Oui, comme disait l'autre, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Est-ce que vous avez l'impression, on va presque terminer, que les médecins, d'une part, dans les établissements, les soignants également, ont conscience qu'il y a effectivement une volonté des dirigeants de créer une sorte de groupe structuré, enfin de rapprochement? Est-ce qu'ils le vivent avec un certain intérêt, une certaine fierté, ou au contraire, dans le fond, c'est la question pour vous trois, ou dans le fond, tout ça, c'est des histoires de chefs, de technos, Vas-y, Yvan. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que si c'est simplement mettre ensemble 2 services qui existent déjà, on va avoir la paralysie, les difficultés, enfin tout ce qui a été décrit. Si mettre 2 services ensemble, c'est avec l'ambition de créer quelque chose de supérieur aux 2, alors il y a un enthousiasme et ça marche. Et c'est ce qu'on vient de faire avec le Cancéropole. Et là, tout le monde adhère, tout le monde y va. C'est un nouvel hôpital, un nouveau concept médical et de recherche. C'est une nouvelle stratégie, et là, tout le monde adhère. Et donc, je pense que il faut mettre de la qualité. Et cette qualité supérieure, on doit la construire ensemble avec à la fois les gestionnaires, la vision politique, mais aussi évidemment le corps médical et dépasser les égos. C'est ça qu'il faut faire. Le corps médical et le corps soignant, le non médical, les infirmiers, oui, les brancardiers, est-ce qu'ils sont sensibles? Comme dirait Philippe de Normandie, est-ce qu'ils sont sensibles? Oui, clairement. Je pense que chaque intervenant dans l'hôpital, dès lors qu'il a le sentiment et la conviction de participer à quelque chose qui est plus fort que ce qu'il faisait avant, bien sûr que tout le monde adhère, quoi. Oui, et Pietro, en Suisse? En Suisse, j'ai eu l'avantage de gérer dans une ville 2 cliniques privées qui étaient à 1000 mètres à vol d'oiseau. Mais c'était une culture complètement différente entre le corps médical de cette clinique et de l'autre. Et je pense que les gens s'identifient clairement à leur établissement. C'est vrai qu'il faut un message clair pour fédérer les équipes, pour essayer de développer quelque chose. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Et malheureusement, j'ai dû fermer la clinique pour qu'on a trouvé une solution objective avec le corps médical. Ah oui, voilà. On les applaudit. Je trouve que... Merci Rodolphe, Pietro
et Yvan. Je crois qu'on a pas mal coopéré ce matin, Didier. Hein. C'était bien. Moi, je vous propose de cloner Rodolphe, comme ça irait bien partout.